Tout d'abord, avant de commencer, merci à IXDA pour l'organisation de l'événement et pour me donner cette opportunité. Euh, Avant de commencer, j'aimerais passer un petit message sur la situation actuelle. Donc, j'espère que tout va bien pour vous et tout va bien dans vos familles, malgré ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et depuis quelques mois. Je suis content de voir qu'il y a des gens d'un peu partout, du Canada, de Suisse, de toute la France, donc ça fait chaud au cœur et ça fait super plaisir. Euh, pour vous raconter une petite histoire, au début, j'ai commencé à discuter avec un de mes collègues sur le contenu de la présentation. Je lui ai montré un petit peu les slides, le plan et tout ce que je vais vous raconter ce soir. Et il m'a dit, mais tu sais, Clément, si on avait eu ça au tout début, ça aurait changé pas mal de choses. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer la valeur, en tout cas, de tout ce qu'il y a dans ces slides. Et c'est le fruit de beaucoup de travail et pas mal de collaborations, d'essais, d'échecs, de tests. Et j'espère que ça va vous aider dans vos projets et dans vos différentes entreprises. Donc, on va parler de la création et du maintien d'un backlog de design system. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Interaction Designer sur les cockpits avions depuis tout juste un mois. Donc, j'ai changé de poste récemment. Et je suis aussi PO donc, sur le design system depuis pas mal de temps maintenant. Et avant, j'étais designer donc chez Airbus. Et encore avant, j'étais designer dans une agence. Donc, je vais commencer par faire un petit récapitulatif de ce que c'est qu'un design system. Donc, un design system, c'est un produit avec des assets pour les designers, des guidelines pour expliquer comment on va utiliser ces assets. Et ça va être aussi des composants en CSS et des composants JavaScript avec une documentation. C'est aussi un service avec des contributions, des principes de contribution, des revues graphiques qu'on va faire avec les projets, une roadmap qu'on va rendre accessible et un partage de connaissances. Donc la liste, elle n'est pas exhaustive, mais il y a vraiment deux pans dans le design system. Il y a la notion de produit et de service. Donc les caractéristiques du design system, c'est que c'est un produit qui est vivant. Et on m'a souvent demandé, mais quand est-ce qu'il sera fini le design system? Quand est-ce que vous aurez fini de faire tous les composants? Et en fait, la réponse simple, c'est qu'il n'y a pas de fin. Un design system, ça doit évoluer en fait continuellement en fonction des besoins des projets qui l'utilisent. Et l'idée, c'est d'investir dessus sur du long terme pour qu'on puisse en voir les bénéfices dans l'entreprise. Donc, il faut laisser du temps aux gens qui mettent en place un design system. C'est important parce qu'on verra les bénéfices plus tard. Donc, en bas, j'ai mis un petit schéma pour récapituler un petit peu ce que c'est qu'un projet. Donc, un projet, en général, c'est un début et une fin. Un produit, c'est infini. C'est un cycle itératif qui est infini. Donc, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Et du coup, on va adapter continuellement le produit en fonction des besoins qu'on va avoir. Donc, j'ai identifié deux principaux cas de figure. Dans le cas où, par exemple, vous arrivez sur un système qui existe déjà et dans le cas où vous devez créer un nouveau design system. Donc, par exemple, pour un système qui existe déjà, on va déjà commencer à regarder ce qui a été fait. Donc, où en est le produit? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des fichiers Sketch? Est-ce qu'il y a du code, etc., etc. Le service, où il en est? Est-ce qu'on a des rituels qui sont mis en place? Quel modèle d'équipe et sur quoi les gens sont en train de travailler en ce moment? Dans le cas d'un nouveau système, je pense que la première chose à faire, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de commencer tout de suite à travailler sur le produit, pas le service, parce qu'il faut un produit pour mettre en place un service. Et on peut commencer par faire un inventaire pour identifier les composants qui vont être utilisés sur une multitude d'applications ou de projets et de mettre en place des canaux de communication.
Donc, dans cette présentation, ce que j'ai essayé de faire, c'est de définir un cadre en fait, pour les deux cas d'usage, que vous arrivez dans un système existant ou que vous mettez en place un nouveau design system. Je pense que c'est des choses qui peuvent s'appliquer aux deux cas de figure, avec des petites adaptations. L'idée, c'est de pouvoir créer un backlog. Et pour ça, je pense que c'est intéressant de commencer par définir des grands principes directeurs, de savoir comment on va construire une roadmap, comment on va prioriser les différents sujets qu'on va définir, et ensuite comment on va maintenir ce backlog dans la durée. Donc on commence par les design principles. Donc les design principles, c'est ce qu'on appelle des principes directeurs. Donc ça va être des lois en fait qu'on va appliquer pour nous aider à faire des choix de design pendant la phase de conception. Donc c'est une vision qui est partagée entre les personnes qui vont produire les maquettes, les prototypes, donc les designers et les développeurs. Et je vous ai mis plusieurs exemples de design principles de plusieurs entreprises. Donc par exemple, ça c'est la liste d'Apple pour iOS. Donc, c'est des principes directeurs qui sont orientés sur un produit. Ensuite, on a les principes directeurs de Material Design, de Medium et de Mercedes. Donc, j'ai essayé de vous présenter vraiment des principes différents. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour Medium et Apple, ça va être des principes qui vont être très orientés produits. Donc, ça va aider les designers et les développeurs à concevoir en fait, des interfaces avec une philosophie derrière pour que ça corresponde bien au produit. Material design, ça va être des règles qui vont être assez génériques en fait, et qui vont être applicables à une multitude de produits. Et les principes directeurs de Mercedes, ça va être plus orienté autour de la marque en fait. Donc maintenant, on va essayer de voir comment d'autres équipes de design font des choix grâce à leurs principes directeurs. Donc j'ai pris l'exemple de Lyft. Un de leurs principes directeurs, c'est la transparence et la sécurité. Donc on peut voir qu'avant, sur l'écran, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le conducteur, sur le type de voiture. Et en appliquant ce principe directeur, ça nous donne des idées de conception, de nouvelles fonctionnalités à intégrer au produit. Et du coup, on va faire apparaître plus d'informations pour le passager, donc des informations relatives au conducteur, et par exemple la plaque d'immatriculation. Un de leurs autres principes directeurs, c'est la différenciation. Et du coup, ça se métamorphose par une refonte en fait, des boutons, du style des boutons, avec un meilleur usage de la couleur primaire, donc avec un redesign sur le style en fait, des éléments interactifs sur l'application. Donc là, je vais vous présenter un workshop en fait, pour essayer de définir vous-même vos design principles avec votre équipe, donc votre équipe design system, ou alors avec vos collègues si vous voulez mettre en place un design system. Donc la première étape du workshop, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en 15 minutes. L'idée, c'est que tout le monde regarde un petit peu le design system s'il existe déjà, et on va essayer de faire émerger en fait, des principes directeurs qui ressortent en fait, du système. Ensuite, pendant 30 minutes, on va pouvoir partager ces idées avec les autres. Je vous ai mis un site internet qui s'appelle principles.design, où il y a pas mal de grands principes directeurs de plein de design systems. Ça peut vous aider à trouver un petit peu d'inspiration pour définir les vôtres. Ensuite, on va créer des groupes. Donc, on va reprendre les idées de tout le monde et on va essayer de les agréger dans des groupes pour voir s'il y a des choses qui sont un peu similaires. Et ensuite, on va prévoir un temps pour laisser les personnes voter sur les groupes qui leur parlent le plus. Et donc, à la fin, j'ai mis volontairement 1 à 2 semaines. L'idée, en fait, ça va être de prendre du temps pour essayer de décrire en fait, chacun de ces design principles. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire de manière collaborative dans des workshops. Je pense que c'est important d'avoir un petit peu de recul sur ce workshop et de prendre un petit peu du temps et d'écrire des essais sur comment on va décrire le principe.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en décrivant ces design principles, on va pouvoir faire ressortir des axes de travail. Et donc là, je les ai soulignés. Par exemple, là, on voit qu'on va rendre accessible une roadmap, qu'on va créer un backlog public, qu'on va définir une liste de composants et on va pouvoir voir si le composant est disponible sur React, Angular, etc. etc. On va pouvoir aussi créer des exemples d'interfaces. Donc, c'est vraiment une brique intéressante parce que ça va vous permettre de définir des axes de travail. Ensuite, on prend un peu de temps en plus pour essayer de les illustrer, de les présenter à l'équipe, prendre en compte les feedbacks de l'équipe et faire des modifications sur la description des design principles en fonction de leur retour aussi. Donc, une fois qu'on a défini ces grands principes directeurs autour du système, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une vision commune sur comment on a envie de construire en fait, le système et les valeurs qu'on veut faire émerger. Donc, la deuxième étape, ça va être de construire une roadmap. Alors, une bonne stratégie, ça commence par une bonne roadmap autour du produit. Donc, en fait, c'est une liste très simple de sujets en fait, de travail qu'on va vouloir accomplir dans les prochains mois. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça va définir la façon dont les designers et les développeurs vont travailler ensemble. Ça va cadencer en fait, les différents sprints et 1, 2, voire 3 années de travail. Donc la roadmap, elle doit se focaliser sur donner de la valeur aux utilisateurs. Ça doit aider l'équipe à s'aligner avec les besoins business de l'entreprise. Ça doit donner confiance aussi aux utilisateurs parce que du coup, on voit que le produit est maintenu sur la durée. Ça va nous aider aussi à planifier une montée en cadence ou alors à faire grossir l'équipe en fonction des nouveaux besoins qui vont émerger dans le futur. Et ça va provoquer une sorte d'excitation aussi autour des différents sujets de travail parce que du coup, les gens vont voir qu'il y a ce sujet-là qu'on va attaquer au bout d'un certain temps. Donc, on va pouvoir faire du teasing. La roadmap, elle se découpe en plusieurs parties. On a une première partie qui va être la vision produit. Donc, ça va être vraiment comment les utilisateurs vont bénéficier du produit et ça doit être lié aux objectifs de l'entreprise, à sa vision et à ses valeurs. Ensuite, on va avoir les objectifs business. Donc, comment est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille va tirer du bénéfice de la construction d'un design system et comment on va le mesurer. Ensuite, on va avoir une time frame, donc ce qui va être important maintenant, un peu plus tard et vraiment plus tard. Et ensuite, on va avoir différents axes de travail avec un petit rappel à la fin qui explique que une roadmap, c'est quelque chose de vivant et du coup, ça peut être modifié en fonction des besoins de l'équipe, des besoins des utilisateurs et voilà, la façon dont est organisée l'entreprise. Je vous ai fait un petit schéma pour vraiment avoir différencier en tout cas la roadmap et le plan de release, parce que j'ai remarqué que c'était une notion qui était assez mélangée dans les équipes qui travaillent sur des projets. Une roadmap, c'est vraiment une vision à long terme. On va donner les grands axes de travail qui vont être faits maintenant et ensuite et plus tard. Le plan de release, ça va être ce qu'on va définir maintenant dans la roadmap et on va pouvoir lui donner une date précise parce que en général, les équipes fonctionnent en sprint. Donc, du coup, on sait que le sprint se termine à telle date. Donc, on va pouvoir anticiper le contenu d'une release. Et du coup, le mode de représentation d'une roadmap doit être différent d'un plan de release parce que la roadmap, on ne va pas pouvoir anticiper la date. Par contre, le plan de release, on va pouvoir l'anticiper. Donc, on va pouvoir utiliser un mode de représentation de type Gantt. Ce qui est important de différencier, c'est que la roadmap, ça va gérer tout ce qui va rentrer, en fait. Toutes les nouvelles idées, en fait, qui vont arriver sur le design system. Le plan de release, ça va gérer ce qui va sortir. Donc, ce qui va être développé, ce qui va être mis à disposition des utilisateurs. Donc, c'est important d'avoir cette différenciation pour bien comprendre l'intérêt d'une roadmap. Une bonne roadmap, ça aide à faire des bons release plans. Donc, maintenant, on va voir un exemple de à quoi ça ressemble quand on applique ces recommandations. Alors, j'ai pris quelques exemples. Donc, ça, c'est la roadmap de Slack.
Donc, voilà, on voit vraiment qu'on a une partie, donc ils utilisent Trello pour leur roadmap, ça leur permet d'avoir quelque chose de public et de pouvoir le montrer un petit peu à tout le monde. On a vraiment une partie descriptive où on explique un petit peu la vision produit, etc. Et ensuite, on va avoir quelques colonnes qui vont expliquer ce qu'on va faire maintenant, un peu plus tard et vraiment plus tard. C'est pareil pour gov.ek. Donc, du coup, c'est exactement la même philosophie que Slack en termes de construction de roadmap. Donc maintenant, on va voir un workshop pour voir un petit peu comment on peut essayer de construire de manière collaborative une roadmap pour un design system. Donc, le workshop, il commence par 20 minutes de brainstorming. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le framework qui est à droite. Donc, c'est facultatif, hein. On peut avoir une idée de vision produit qu'on va pouvoir écrire tout de suite. Mais pour les gens qui n'ont pas d'idée, ça peut être intéressant d'utiliser ce framework-là pour essayer de raconter une histoire et de définir la vision produit qui va être intégrée dans la roadmap. Après, pendant 20 minutes, on va pouvoir le partager avec les autres membres de l'équipe, lire l'ensemble des visions produits et échanger là-dessus. Pour vous donner un exemple, j'ai repris la vision produit de SpaceX et la mission pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Donc, par exemple, la mission de SpaceX, c'est de faire en sorte que le voyage vers Mars devienne une réalité. Et leur vision produit, c'est de créer un véhicule spatial à faible coût pour transporter des passagers sur Mars. Donc, une fois qu'on a défini cette vision produit, on va pouvoir essayer de travailler sur les objectifs business. Donc, ils vont être reliés à cette vision produit. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'imaginer en fait la valeur que le système peut apporter à l'entreprise. Pour ça, bon, par exemple, si on reprend l'exemple de SpaceX, les objectifs business, ça va être de réduire le coût moyen en fait, du voyage spatial pour faire en sorte qu'une famille américaine puisse se le permettre. Donc, pour définir ces objectifs business, on se focalise toujours sur la vision produit. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, pendant un slot de temps de 15 minutes, on va pouvoir essayer de définir les sujets qui vont être relatifs à cette vision business, à ces objectifs business, pardon. Donc, pour ça, on peut utiliser le framework que je vous présente à droite. Et j'ai mis quelques exemples en bas. Donc, par exemple, j'ai besoin de savoir quels composants utiliser. Comme ça, je peux savoir ce qui va être déprécié ou pas. Et je vais pouvoir créer des nouveaux composants. Donc, ça permet de définir des axes de travail. Et donc, par exemple, dans le cas de SpaceX, les différents sujets, ça va être le fait de créer un système qui va être complètement réutilisable, le fait de pouvoir remettre du carburant en orbite autour de la planète, de pouvoir produire du carburant sur Mars et du coup de trouver le bon carburant. Donc tout ça, ça va être des objectifs, des grands sujets de travail qui vont être reliés aux objectifs business de l'entreprise et à votre vision produit. Donc du coup, tout est cohérent. Donc par exemple, les sujets de travail qui peuvent émerger à la fin de ce workshop, ça va être par exemple créer un dark theme, le fait de retravailler les couleurs pour les rendre plus accessibles, ou alors de travailler la partie motion. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ce workshop, il dure assez longtemps. Quand on a fait ce travail, l'objectif, c'est de prendre du temps en fait, pour essayer de fusionner les idées de tout le monde pour construire une vision produit qui rassemble les grandes idées de chacun des membres de l'équipe. Et là, c'est un travail qui est un peu fastidieux. On va reprendre un petit peu toutes les histoires de chacun. On va essayer de réécrire ces idées-là pour en faire un paragraphe qui va définir la vision produit. Donc là, je vous ai mis un exemple avec la vision produit qu'on a créée avec l'équipe. Donc, voilà, j'ai fait ce travail-là pour l'ensemble des phrases. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une vision produit qui est collaborative et que tout le monde partage.
Après, pour la partie objectif business et les différents sujets de travail, normalement, il n'y a pas de grand travail à refaire. L'idée, ça va être plutôt de supprimer les doublons et de condenser un petit peu tout ça. Donc, globalement, ça, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement et il n'y a pas besoin de trop le retravailler. Donc, c'est super. On a une vision produit, on a des design principles, pardon, une vision produit, des objectifs business clairement identifiés, on a des grands sujets de travail. Et du coup, on a tout plein de choses qui vont alimenter le backlog. Et maintenant, on va essayer de voir comment on va prioriser ces différents sujets de travail. Alors, du coup, là, je vous présente un workshop pour faire ça de manière collaborative avec votre équipe. Donc, l'idée, ça va être d'écrire l'ensemble des sujets sur des papiers avec un code couleur qui va permettre de les différencier. On va avoir des axes de travail qui vont être plutôt pour l'équipe. Donc, ça va être améliorer, par exemple, l'infrastructure pour le déploiement du code. Ça va être essayer de revoir la façon dont on va travailler entre designers, donc en utilisant un autre logiciel, par exemple, de versionning. Donc voilà, on va avoir des besoins de l'équipe qui vont être des axes de travail. Et on va avoir aussi des besoins des sponsors. Donc, par exemple, ça va être vos managers ou votre patron. Du coup, ça va être, par exemple, les besoins autour des KPI. Donc, comment on va mesurer le succès autour du design system et l'adoption. Et ensuite, on va avoir les besoins des utilisateurs. Donc, ça va être des nouveaux composants, des nouvelles features du système, des exemples de maquettes, etc., etc. Donc, au début, on va mettre tous ces papiers sur la table et on va demander à tout le monde de lire un petit peu tous ces sujets pour qu'on puisse un petit peu en prendre connaissance. Et ensuite, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. On va donner un budget à chacun des membres de l'équipe. Donc, au début, j'avais essayé avec 1500 euros de budget. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu trop. C'est pour ça, là, je l'ai barré, j'ai mis 500, avec des coupures plus de 100 et de 50. Parce que le billet de 500, en fait, donne beaucoup de pouvoir. Quand on va le mettre sur une feature, ça va tout de suite déséquilibrer la façon dont on va prioriser le backlog. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir un budget un peu plus serré. Donc, chacun a sa petite enveloppe et du coup, chaque personne de l'équipe va acheter des axes de travail en fait. Donc, ça va permettre à tout le monde de pouvoir prioriser. Alors, vous pouvez le faire avec des membres de l'équipe Design System et vous pouvez le faire aussi, par exemple, avec votre sponsor. Vous pouvez l'inviter pendant ce workshop. Vous pouvez inviter aussi quelques utilisateurs clés que vous avez identifiés qui sont disponibles pour participer au workshop. Une fois, donc, on fait ça pendant 45 minutes. On va acheter les différentes fonctionnalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir débattre, parce qu'on va voir qu'un collègue, il va mettre 200 euros sur une fonctionnalité. Pourquoi tu achètes ça? Pourquoi c'est si important pour toi? Et du coup, ça va permettre de créer des échanges et de lancer la discussion. Donc, c'est super intéressant. À la fin, une fois qu'on aura notre pool de features qu'on aura acheté, on va essayer de définir les sous-tâches en fait pour les 6 principaux sujets et ça va définir le contenu du prochain sprint. Donc avec ce workshop, on avait on avait réussi à définir pardon, le contenu de 3 sprints à peu près. Donc il y a des adaptations à faire, mais ça vous donne quand même une, une bonne vision sur ce que vous allez faire dans les 3 prochains sprints. Donc, une fois qu'on a priorisé tout ça et qu'on va commencer à travailler sur ces différents sujets, maintenant on va voir comment on va maintenir ce backlog dans la durée. Donc, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire. Par exemple, mettre à disposition des sondages qu'on va faire de manière trimestrielle pour récupérer des feedbacks d'utilisateurs. Donc, soit vous le faites, soit vous le cadencez de manière trimestrielle dans l'année, comme ça, c'est pas trop lourd pour les gens qui utilisent le système. Ça leur fait pas des surveys à chaque release, donc ils n'ont pas besoin de remplir des sondages en permanence. Donc, je trouve que de manière trimestrielle, c'est plutôt pas mal.
Et du coup, ça va vous permettre aussi d'identifier des nouveaux axes de travail que vous allez pouvoir reprioriser après avec les workshops que je vous ai montrés précédemment. Ça va vous permettre aussi d'influencer directement la priorisation que vous avez mis en place. Vous allez pouvoir avoir la vision de l'équipe sur la façon dont on va prioriser les différents axes de travail et vous allez pouvoir la comparer avec celle de vos utilisateurs. Donc, comme ça va peut-être vous permettre de faire des choix et vous dire, bon, ben, ce truc-là, c'est super important pour eux, et ben, on va le mettre tout de suite en priorité. Et par contre, il faut quand même qu'on travaille sur nos sujets pour nos sponsors et pour nos besoins en tant qu'équipe. Donc, ça va vous permettre de modifier le contenu de vos sprints. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir des rôles et des responsabilités clairement identifiés dans l'équipe. Ça va vraiment faciliter la collaboration. Et je pense qu'en tant que product manager, product owner ou scrum master, c'est important d'avoir des repères en fait, dans l'équipe, des personnes avec qui on va pouvoir discuter sur des sujets clés, sans forcément devoir inviter tout le monde pendant les réunions. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des temps de production et on ne peut pas leur demander tout le temps de réfléchir aux différents sujets qui vont être traités dans les prochains sprints. Donc, c'est important d'identifier des rôles, donc avec un lead designer, par exemple, pour la partie design et un ou plusieurs lead développeurs en fonction des technologies. Donc, par exemple, React, Angular, Vue.js, etc. Ce qui est important aussi, ça va être de pouvoir anticiper les releases parce qu'au fur et à mesure qu'on va livrer, en fait, le, le produit et le service va devenir de plus en plus gros. Et en fait, il faut être capable d'anticiper la charge de travail qu'on va se rajouter au fur et à mesure des releases. Donc, on a des activités qui vont être récurrentes. Par exemple, les revues de design avec les projets pour les aider à implémenter le système. On va onboarder des projets, donc répondre à leurs questions, leur expliquer comment nos différents repos fonctionnent. On va avoir des KPI à mettre à jour pour nos managers et on va avoir des bugs à corriger au fur et à mesure. Donc ça, c'est des activités qui sont récurrentes, qui vont se rajouter aux nouvelles choses qu'on va créer. Donc les nouvelles activités, ça va être par exemple de créer un nouveau UI kit sur un autre logiciel. Ça va être d'inclure une nouvelle marque dans le système, de mettre en place la librairie de composants sur un nouveau framework JavaScript. Donc par exemple, on a déjà React, on va essayer de faire sur Angular ou Vue. Ou alors, ça va être de créer des nouveaux composants. Et en fait, le fait de faire ces nouvelles activités, ça va vous rajouter des activités récurrentes. Donc, il faut être capable de l'anticiper. Et le fait de faire ce travail-là, ça va vous permettre aussi d'anticiper vos besoins en tant qu'équipe pour recruter beaucoup plus de gens, définir des contributeurs clés dans l'entreprise pour prendre l'ownership sur, par exemple, la partie Angular ou par exemple une marque du design system. Et ça va vous permettre d'anticiper la charge de travail à venir. Voilà, c'est fini pour moi et je vous remercie. Merci Clément, c'était super intéressant. J'espère que vous avez appris plein de choses, en tout cas. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on va les prendre, et y répondre à la fin de la conférence. Moi, j'ai quelques questions de mon côté, Clément, pour toi. Ouais. Comment, du coup, articuler un backlog de design system avec un backlog de design system développé, en fait le fait est d'avoir un design system pour les designers et en parallèle de ça, avoir un design system vraiment pour les développeurs. Comment on articule les deux, c'est ça? Ouais. Alors, après, ça dépend ça dépend des équipes, mais je pense que, par exemple, sur une feature qu'on va avoir dans le backlog, on peut utiliser des tags, par exemple.
pour dire que cette tâche-là, elle a besoin de passer par la case design avant de passer par la case développement. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de définir des grandes, enfin, ce qu'on appelle des épiques pour les sujets de design et les sujets de développement, parce qu'en général, les deux sont liés. Donc, par exemple, quand on va créer un nouveau composant, il faut réfléchir au cycle de vie du composant. Donc, par quelles étapes il doit passer. Et du coup, ça pose la question de la definition of done, la definition of ready, et toutes ces choses qu'il faut travailler avec l'équipe. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Si, complètement. Nous, chez Cegid, en fait, on a vraiment divisé les deux métiers. Donc, on a les UX et les UI designers. Et en fait, du coup, ma question autour du design system, c'est comment le process UX, le fait de faire tester les composants, les patterns d'usage, comment tout ça, ça s'intègre au backlog du design system. Tu veux dire comment on intègre le process UX de recherche? Ouais. J'en ai parlé un petit peu dans la présentation. Il y a par exemple les sondages qu'on peut faire de manière trimestrielle tout au long de l'année. Donc ça permet de récupérer du feedback quantitatif sur le nombre en fonction du nombre d'utilisateurs du système. On peut mettre en place des sessions de tests utilisateurs aussi si par exemple on modifie la structure du UI-Kit pour les designers pour vérifier si ils comprennent bien la nouvelle arborescence de symboles par exemple. On peut aussi faire du shadowing pour voir comment un designer construit ses maquettes avec le design system, avec le UI-Kit. Et des fois on a des surprises. Par exemple, on voit que les designers copie-collent les symboles et du coup détachent les symboles qui ne sont plus forcément reliés à la librairie. Donc quand on voit ce genre de choses, ça permet par exemple d'identifier des axes en fait, de travail pour faire une montée en compétences sur les différents logiciels de design avec des trainings, par exemple, où on explique comment on peut utiliser le design system sans casser les liens avec les librairies. Donc, voilà, il y a tout plein de choses qu'on peut faire comme ça. Après, il y a aussi une autre approche qu'on peut avoir, c'est une approche un peu plus lean, où, par exemple, l'équipe design system va identifier elle-même des besoins en fait, récurrents dans plusieurs projets. Donc, on va par exemple pouvoir mettre à disposition un composant spécifique dans le UI-Kit ou dans la librairie de composants JavaScript. Et ensuite, on va voir comment les projets l'utilisent. Et du coup, en fonction de la façon dont ils vont l'utiliser, on va pouvoir l'améliorer, le modifier, l'enlever de la librairie si on voit que ce n'est pas utilisé. Et voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Parce que nous, dans notre approche, du coup, c'est par exemple, on a des product owners ou des personnes d'équipe projet qui nous remontent des besoins par exemple, de visibilité sur une ligne de tableau, par exemple. Et c'est nos UX designers qui prennent cette feature-là et qui vont le tester particulièrement ce micro-composant du design system. Je ne sais pas si cette pratique te parle ou... Après, je pense que les designers ou les développeurs qui sont sur les projets, ils ont leur propre backlog, leurs propres priorités, leurs propres features à créer, à concevoir. Du coup, c'est leur rôle en fait de contribuer au système et de créer des composants qui correspondent à un besoin réel qui a été identifié par eux en fait, sur le terrain. Et après, le rôle de l'équipe design system, c'est de visualiser en fait l'ensemble des composants qui sont identifiés comme étant universels, en fait, qui peuvent être utilisés par une multitude de projets. Ok. J'avais une autre question du coup.
Je l'ai laissé perdu. J'ai perdu mes questions. Peut-être qu'il y a des questions dans le chat. Ouais. Le temps que je retrouve les miennes. Marie-Cécile, on avait des questions de nos participants? Oui, il y a plein de questions. Alors, on va passer à la première question de la part de Habib. Alors là, c'était quand tu parlais, Clément, des workshops. Et Ouais. la question de Habib, c'est est-ce que le workshop fonctionne de la même manière pour un projet existant ou pour un nouveau projet? Quel workshop? Je pense qu'on parle du premier. Les design principles. Oui. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé. Alors au début, bon, c'était peut-être pas assez clair, mais au tout début, en fait, j'avais montré les deux cas d'usage, le système existant ou un nouveau système. Et en fait, la première chose qu'il va falloir faire, en fait, quand on crée un design system, c'est de faire un inventaire de composants, en fait, et de commencer à mettre en place le produit. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer par cette étape-là, par produire des fichiers de design, une première librairie de composants. Et une fois qu'on aura un produit, là, on va pouvoir définir des grands principes directeurs. Et on va pouvoir utiliser le modèle de workshop. Merci beaucoup. Habib, est-ce que ça a répondu à ta question? N'hésite pas à nous le dire. Si tu souhaites avoir, super, des précisions. Alors, on passe à une autre question du coup, Ashley, ou tu as retrouvé la tienne? Vas-y, passe à une autre question. Ça marche. Bien. Florent demandait, peut-on avoir des design principles différents sur deux projets au sein d'un même design system? Est-ce qu'on peut avoir deux design principles différents? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des design principles différents sur deux projets dans le même design system? Ou deux outils, j'imagine que c'était ça, c'était ton design system s'applique à plusieurs outils dans l'écosystème. Est-ce que tu peux avoir différents de design principles au sein même de ton design system? Normalement, les principes directeurs, c'est des lois en fait, qui sont globales au système. Donc, du coup, ça n'a pas forcément de sens d'avoir des principes directeurs pour un UI kit sur Figma, un UI kit sur Sketch, une librairie de composants React, une librairie de composants Angular. Je pense qu'il faut avoir des principes communs à tout le système. Ça fait partie du même produit. Après, on peut avoir des principes directeurs spécifiques à un projet, en fait. Donc là, c'est vraiment les principes directeurs du design system. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de les penser pour que les designers sur les différents projets puissent essayer de les appliquer à leur projet aussi. Mais après, quand on a des produits très spécifiques, ou alors quand c'est le cœur de métier de l'entreprise, je pense à Medium par exemple, où leurs design principles ils sont vraiment orientés plateforme, le site internet qu'ils ont. Et du coup, là, ça a du sens d'avoir des principes spécifiques. Il y a une petite précision du coup de Bruneux qui demande, oui, c'est les design principles qui peuvent être différents si on adresse des marchés différents. Il peut peut-être y avoir au sein du même design system des disparités de marché. Ah, en termes de segmentation Oui, produits, par exemple B2C, B2B, etc. pourquoi pas. C'est possible. Plutôt retail ou ressources humaines. Ouais. On peut avoir des principes directeurs. Alors, en fait, je pense que le mieux, c'est vraiment d'avoir des grands principes directeurs pour l'ensemble du système. Et ensuite, on peut avoir des sous-principes en fonction des, euh, des secteurs, en fait, des secteurs d'activité. Par exemple, chez Airbus, on a un design system qui englobe des besoins B2C, B2B, B2E. On a défini des grands principes directeurs pour la conception en fait, du produit et du service. Mais après, c'est sûr qu'il y a les besoins sont différents en fonction
des segmentations de marché. Donc, après, on peut définir des sous-principes. C'est ce que fait Spectrum, je crois, par exemple, dans leur design principle. Ils ont des sous-catégories et Material Design va encore plus loin. Ils ont même identifié des principes directeurs pour chacun des composants du design system. Donc, ils ont des grands principes et ensuite, petit à petit, ils en ont des plus précis. Donc, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça peut vraiment aider les équipes aussi à faire des choix sur leur projet. Fantastique, merci beaucoup. Merci Maëva d'avoir partagé les principes d'Airbus Design System appliqués à la data vise. Et effectivement, oui, c'est bien d'avoir fait cette précision sur les différents buts de Design Principles. Alors, on a peut-être d'autres questions. Oui, Bruno demandait comment construire un design system et dans le même temps construire des apps qui nécessitent des composants qui ne sont pas encore dans le design system. Vaste question. Ouais. Alors, le design system, il englobe des composants qui ont, encore une fois, qui sont identifiés comme étant universels. Donc, par exemple, un header, un bouton. Et après, c'est normal que les projets aient des besoins spécifiques. Et si ce n'est pas dans le système, soit on a mis en place un processus de contribution pour permettre au projet de contribuer au système, d'ajouter des composants. Soit on n'a pas de modèle de contribution défini. Et du coup, il va falloir le développer spécifiquement pour le projet et rentrer en contact avec l'équipe Design System pour voir si c'est quelque chose qui peut être intégré plus tard pour bénéficier à d'autres projets. Je pense qu'il ne faut pas que les projets attendent que le composant soit disponible. Je pense qu'il faut qu'ils le fassent eux-mêmes si le besoin est clairement identifié par les UX designers sur les projets. Et après, ça peut être mis en commun plus tard. Mais il ne faut pas se dire j'ai pas de data table dans le design system, donc j'ai pas le droit de faire un data table sur mon application. Ou voilà, j'ai pas de navigation latérale dans le design system, donc j'ai pas le droit de faire de navigation latérale. Je pense pas qu'il faut se dire ça. Je pense qu'il faut le faire. Si le besoin il est important et s'il a été identifié, il faut le faire et rentrer en contact avec les personnes qui sont garants du système pour leur expliquer que il y a ce composant qui pourrait être implémenté. Fantastique, merci beaucoup pour cette réponse. Ashley, est-ce que tu as retrouvé ta question? J'ai retrouvé mes questions, oui. Alors, je vais peut-être te laisser la poser, puis on passera aux autres questions qui ont été posées dans le chat. J'ai plusieurs questions encore. Quels sont du coup les KPI business autour du design system? Alors, tu en as parlé un peu de comment en avoir avec des surveys, mais plus précisément... Ouais. En fait, ça, je pense que ça dépend de la vision produit qui va être définie, des objectifs business de l'entreprise. Les KPI, elles doivent aider en fait, l'équipe à préciser ces éléments-là. Mais globalement, pour n'importe quel design system, je pense qu'il y a quatre grands principes, enfin piliers, on peut appeler ça comme ça. Par exemple, l'adoption du système, donc le nombre d'utilisateurs, le nombre de projets qui utilisent le système, la productivité, donc par exemple le nombre de composants réutilisés par projet, le gain de temps pour les designers, le gain de temps pour les développeurs. Donc ça peut être mesuré au travers de sondages, par exemple. La communauté, donc la répartition des différents utilisateurs, par exemple, par technologie. Donc, on a tant de projets, tant de développeurs qui utilisent la librairie React, d'autres sur Angular, etc. etc. Et une KPI plutôt pour l'équipe, ça va être le taux de couverture de la solution. Donc, par exemple, le nombre de composants sur Sketch et le nombre de composants développés sur Angular, React, etc. etc.
Ok, c'est super clair. J'ai une autre question, plutôt par rapport à la supervision du backlog. À qui l'ouvert, plutôt aux UI développeurs ou aussi aux UX, aux PO ou... En fait, ça dépend encore de la vision produit. Ça dépend si votre design system est public ou pas. Par exemple, si le design system est public et s'il est ouvert à tout le monde, ça a du sens de faire une roadmap publique et d'avoir un backlog ouvert à la communauté. Après, si c'est un design system qui est plutôt fermé, on peut toujours avoir un backlog détaché, qui n'est pas le backlog de l'équipe design system, mais qui est un autre backlog où on récupère les besoins des gens de manière continue. Ok, Après, je pense que c'est important aussi de se constituer un petit réseau et d'aller voir en fait les projets. Par exemple, sur un projet, on va avoir des sprints démos, des présentations, des nouvelles features qui vont être développées. Et je pense que ça peut être pas mal aussi d'y aller de temps en temps, de se montrer un petit peu et de discuter un petit peu avec les équipes produits pour voir un petit peu leur backlog, ce qu'il y a dedans, ce sur quoi ils travaillent. Et ça peut lancer la discussion et ça peut permettre aussi d'alimenter le backlog. ok. Euh, Après, c'est plutôt côté organisation des sprints autour du design system. Est-ce que tu pourrais nous préciser un peu les occurrences autour de ça, la durée des sprints? Ouais, alors je pense que la, la durée d'un sprint, en fait, elle dépend aussi de la maturité de l'équipe et de sa capacité. Donc, par exemple, si on a une équipe qui est toute récente, euh, l'idée, c'est de prévoir des amplitudes de sprint un peu plus longues, donc de 3 à 4 semaines, par exemple. Comme ça permet à tout le monde de prendre un petit peu ses marques au fur et à mesure, de s'habituer aux différents rituels, comme les stand-up, les démos, les, euh, les sprint review, etc. Et une fois que l'équipe a pris un petit peu plus ses marques, on peut avoir des amplitudes un petit peu plus courtes sur 2 semaines, par exemple. Donc ça, après, ça Ok, dépend vraiment des équipes. Je pense qu'il n'y a pas de règles particulières et je pense que c'est à chaque équipe de trouver l'amplitude en fait qui lui convient le mieux. ça Mais il marche. faut tester en fait, je pense. Ok. Marie-Cécile, est-ce qu'on a d'autres questions de nos spectateurs? Oui, des milliards. La prochaine question est posée par Gilles. Gilles voudrait savoir, Clément, qui tu invites au workshop de priorisation des design principles, pardon. Pas le workshop des design principles tout court, pardon. Ouais. Alors, dès le début, nous, ce qu'on voulait faire avec l'équipe, c'était d'identifier en fait des principes directeurs qui puissent parler à l'équipe qui va concevoir le design system, mais qui puissent parler aussi aux utilisateurs du système. Donc, on avait envie que nos principes directeurs ils aient un double sens en fait, qui puissent être compris en fait par ces différentes catégories. Alors, on a commencé par faire un travail d'équipe et ensuite on a invité des designers qui faisaient pas partie de l'équipe Design System et qui travaillaient sur des projets en fait. Et du coup, ça nous a permis d'avoir une autre vision et d'essayer de construire des principes qui leur parlent à eux aussi. Et je pense qu'en faisant ça, ça permet d'améliorer aussi l'adoption du système. Parce que du coup, les gens qui l'utilisent comprennent la philosophie derrière et essayent d'appliquer cette philosophie-là dans la façon dont ils vont concevoir les produits aussi. Donc, on peut inviter des designers, on peut inviter des développeurs, on peut inviter des product owners. Mais je pense que c'est important de le faire d'abord en équipe et avec l'équipe qui construit le système.
et ensuite d'inviter des gens qui sont disponibles au fur et à mesure. Nous, on a fait, de mémoire, je crois qu'on avait fait 3 ou 4 sessions, 3 ou 4 workshops en fait. On a une question de Bruno du coup qui s'interroge sur le versionning du design system. Oui, peut-être un peu plus précis. Je pense peut-être dans le cas où tu as 2 design systems, donc un pour l'équipe design et l'autre pour l'équipe de dev, comment maintenir Pour le versionning du système, bah, après, ça c'est un gros sujet, hein. Ça pourrait faire le sujet d'une présentation à part entière. Donc, une il y a prochaine vraiment, conférence ouais, globalement, il y a 2 philosophies. Il y a le versionning complet du système, ou alors il y a du versionning par composant. Donc, par exemple, je sais que Adobe, avec le design system de Spectrum, ils font du versionning par composant. Donc, ils ont un fichier XD par composant qui est versionné en semantic versioning. Et c'est pareil pour la partie software, donc les composants qui sont développés. Après, je sais qu'IBM a commencé par faire du versionning global du système et ensuite ils ont fait du versionning par type de produit, donc par fichier sketch, par librairie de composants. Et ensuite, maintenant, ils font du versionning par composant. Donc, ça dépend de la maturité de l'équipe, ça dépend des outils aussi que vous avez à disposition. Si vous avez des outils qui vous permettent de faire du versionning de composants pour les fichiers de design comme Abstract, Plant ou autre, voilà, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de grandes règles. Je pense que tout le monde a envie d'aller vers du versionning de composants. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Une fois que le système il est suffisamment mature, c'est intéressant d'aller vers ça, je pense. Mais c'est pas grave en fait de versionner tout un fichier sketch avec plein de composants dedans, c'est très bien aussi. Donc, c'est vraiment de philosophie. Ok. Merci On a beaucoup. une... Ah, Oui, pardon, Marie. tout un flot de questions, donc on va essayer Ouais. de couvrir un petit peu tout. La prochaine question Ah, Marie-Cécile. de Benoît, oui, oui, j'arrive, de la part de Benoît, je la relis parce qu'il faut que je change d'écran à chaque fois, je vous jure que c'est pas facile. Benoît nous demande à quelle fréquence tu penses qu'il faut réviser les principes fondateurs, les design principles. À quelle fréquence? C'est-à-dire? Oui, c'est ça. Bah, je veux dire, à quel rythme tu penses qu'il faut revenir sur ces design principles pour les mettre à jour, les questionner, Ah, les retravailler? Tout à fait. Bah, une fois qu'on a défini les principes et qu'on les a mis à disposition de tout le monde et qu'on a communiqué dessus, l'idée c'est de voir comment ça prend. Je pense qu'il n'y a pas de fréquence sur le fait de les retravailler ou les améliorer. Je pense que ça doit se faire en fonction du besoin. Si on voit qu'il y a un principe qui n'est pas clair, eh ben, du coup il faut le retravailler et après il faut le prioriser avec les autres choses qu'on doit faire. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle et c'est vraiment en fonction de chaque équipe. Nos principes, on les a mis à disposition, on n'a pas eu de retour négatif dessus. Donc, globalement, il n'y a pas eu besoin de les retravailler. Après, on peut essayer d'y aller de manière itérative. On peut commencer à publier les grands principes. Et ensuite, au bout de 1 ou 2 mois, on peut commencer à les décrire un peu plus. Ensuite, on peut définir des grands principes pour, par exemple, Maëva l'a mis pour la partie DataVis. Donc, c'est à faire en fonction des autres choses à prioriser dans le backlog et en fonction des besoins de l'équipe et surtout des besoins des utilisateurs du système. S'ils voient qu'il y a des choses bloquantes, c'est important de les retravailler. Mais il n'y a pas vraiment de règles, je pense, pour les retravailler au fur et à mesure. Merci beaucoup. Du coup, question suivante. Hein. On t'assène de questions, mais c'est pour la bonne cause. Gilles voulait savoir quels exemples, si tu as des exemples d'objectifs business qui peuvent amener à la conclusion qu'il faut créer un dark theme, par exemple. Sacrée question. Oui, bah, par exemple, ça va dépendre d'un cas d'usage. Donc, par exemple, je reprends le cas de Lyft ou Uber.
Lyft ou Uber, c'est des applications qu'on va utiliser la journée, mais qu'on va utiliser la nuit. Donc, du coup, on va avoir deux cas d'usage différents liés à des besoins business. Donc, côté utilisateur, on va se retrouver à l'utiliser à n'importe quel moment de la journée. Donc, du coup, ça a du sens de créer un dark theme pour le design system pour répondre à ce besoin business. Chez Airbus, par exemple, dans un avion, on peut voler la nuit. Donc, du coup, ça a du sens d'avoir un dark theme aussi. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors j'espère que tu m'entends bien, Clément. Oui. Super. Voici la prochaine question. Donc c'est une question de Habib qui voulait savoir, afin de prioriser, vous avez déjà en main le travail de l'UX quand on priorise? Prioriser quoi? Les différents sujets, Je les... pense que c'est un rapport avec ton workshop de priorisation des features avec l'argent, je crois. Hein. Ah, ok, N'hésite pas à d'accord. préciser si jamais il y a besoin. Ouais. En fait, il y a vraiment trois catégories. Donc, il y a les besoins des sponsors. Donc là, c'est pas du tout de l'UX, hein. C'est votre manager qui vient et qui vous dit, moi, j'ai besoin de cette KPI, j'ai besoin de cette information. Donc, vous, votre rôle, c'est de lui donner cette information-là pour qu'il puisse, par exemple, défendre votre budget, défendre votre équipe ou communiquer sur ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc ça, du coup, c'est à prioriser comme tout le reste. Ensuite, on a des besoins utilisateurs. Et du coup, là, je reviens au sondage. Donc, en fait, vous allez avoir vous allez pouvoir mettre à disposition ces différents sujets de travail et sonder un petit peu les utilisateurs du système pour savoir ce qu'ils aimeraient avoir dans la prochaine release. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait pendant le workshop, alors je ne l'ai pas détaillé dans les slides, mais on avait intégré un petit icône sur certaines cartes pour expliquer que c'était un besoin qui avait été remonté directement par des utilisateurs et qui était vu comme étant quelque chose d'assez critique. Merci, c'est super. Allez hop, question suivante. J'espère que tu tiens le coup. Ça va Euh, pour l'instant. Laura voulait savoir, si tu devais travailler demain pour une start-up avec un seul designer, qu'est-ce que tu prioriserais dans ton approche? Comment tu changerais la manière dont tu travailles? Euh, je pense que déjà, je me mettrais à côté des développeurs si j'étais le seul designer, ou en tout cas du développeur front s'il n'y en a qu'un. Je commencerai par faire quelque chose d'assez simple. En fait, je commencerai par créer des symboles sur Sketch ou des components sur XD pour pouvoir les réutiliser dans mes propres maquettes. Donc déjà, j'essaierai de booster ma propre productivité, d'essayer de faire des interfaces qui sont cohérentes. Ensuite, j'essaierai de voir avec le développeur front si il peut mettre en place, par exemple, des variables de style sur les couleurs, les ombres portées, les bords de radius, etc., etc. Pour ensuite commencer à créer les premières briques du design system, mais côté dev. Donc, j'irai petit à petit, mais je pense que si tu es la seule personne, essaye déjà de penser à ta productivité à toi et à la façon dont tu construis tes interfaces, donc en créant des symboles réutilisables. Je pense que c'est la première chose que tu peux faire. C'est super, merci. Hyper pragmatique comme réponse. C'est vrai que parfois... Marie, on a... Oh, pardon, Oui, excuse-moi. Vas-y. oui, pas de souci. Alors, la question suivante de la part de José. Avoir des rôles de lead n'est-il pas un risque pour la bonne collaboration et l'émergence de l'intelligence collective de l'équipe? Donc là, pareil, je pense que c'était quand tu parlais des workshops. Ouais. Si tu intègres des leads dans les workshops, est-ce que ça ne va pas un petit peu pourrir la réflexion? Nous, ça n'a jamais rien pourri. Donc, je pense que ça dépend aussi de la maturité de l'équipe et de la façon dont l'équipe collabore ensemble. S'il y a des grosses têtes et s'il y a des gens qui se marchent un peu dessus, ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'il faut aussi recruter les bonnes personnes dans l'équipe. Il faut essayer d'avoir des personnes qui veulent construire les choses de manière collaborative. Et le rôle de lead, il n'est pas censé
C'est pas censé être j'impose, c'est pas censé être j'impose mes idées et ça va être comme ça et je donne des ordres. C'est plutôt je vais montrer l'exemple en fait et je vais faire des choses et les gens vont essayer de me suivre parce qu'ils ont confiance en moi. Donc je pense qu'un bon lead designer, un bon lead développeur, c'est quelqu'un qui montre l'exemple et qui fédère tout le monde par nature en fait. Donc après, je pense que c'est important de l'identifier dans l'équipe comme étant lead, parce que cette personne-là, ça va la responsabiliser et ça va lui donner envie de travailler sur des choses qu'il ne ferait pas s'il n'est pas été identifié comme étant lead. Donc, par exemple, moi, si je n'avais pas été identifié comme product manager, j'aurais pas mis en place tous ces workshops, j'aurais pas fait tout le travail que j'ai fait. J'aurais pas eu cette casquette et je me serais pas responsabilisé là-dessus. Merci Clément. Là, tu fais vraiment plaisir à tout le monde, j'ai l'impression. C'est une Ouais, parole. je partage complètement ce que tu viens de dire. Cool. Et on a une question qui se rapproche un peu de tout ça, de Habib, qui demande qui sont les garants du système. Ben, les garants du système, c'est l'équipe en fait qui va travailler, qui va maintenir donc le système. Ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, ça peut être 10 personnes. Donc alors après, bon, c'est pareil, ça pourrait faire le sujet d'une présentation à part entière, mais on peut avoir différents modèles d'équipe. Un modèle solitaire où on a une ou deux personnes qui vont maintenir des ressources et qui vont les mettre à disposition des designers et des développeurs. On a aussi un modèle centralisé où ça va être une équipe qui va être un petit peu garant de tout le système, qui va construire la solution et ça va être uniquement ces personnes-là qui vont avoir le droit de modifier le système. Après, on a des modèles un peu plus fédérés où en fait, on va identifier des contributeurs clés dans l'entreprise qui vont créer des nouveaux composants, modifier des composants existants. On va avoir des modèles distribués, cycliques, enfin voilà, donc il y a une pelletée de modèles différents. Donc les garants du système, c'est ceux qui le créent en fait, et ceux qui le maintiennent. Et ouais, il faut prendre nos responsabilités à cœur, c'est tout à fait vrai. Une autre question de Bruno qui dit un design system, plusieurs technologies, plusieurs devices, comment on fait? Là aussi, vaste problème. Wow, c'est des questions. euh, Plusieurs devices. Je ne sais pas, par exemple, on peut avoir une approche de base qui va être essayer de concevoir un système qui va être responsive. Donc, on va commencer par faire des composants qui seront compatibles pour le web, donc quel que soit le device sur lequel on va se trouver. Après, si on a un gros parc applicatif avec des applications natives, là, ça va être intéressant de concevoir des composants spécifiques, par exemple, pour les applications natives. Euh, quand on travaille sur tous ces sujets, je pense que la première chose à faire, et ça va aider beaucoup de monde, ça va être de travailler sur un système de grille, un grid system, euh, donc qui va permettre de décomposer en fait les différents layouts par type d'écran. Chez Airbus, nous, on a des écrans qui vont du téléphone mobile jusqu'à la télé 4K. Et du coup, on couvre l'ensemble des écrans. Et l'idée, c'est d'avoir une grille qui est un multiple de 8 et qui est applicable avec un certain nombre de colonnes sur l'ensemble des devices. Donc déjà, ça permet d'avoir une sorte d'homogénéisation en termes d'espacement, de taille de composants, de layout, d'organisation des, euh, des composants dans l'écran, etc., etc. Donc je pense que la meilleure approche, c'est de commencer par un grid system. Voilà. Après, rien n'empêche de créer, par exemple, un fichier spécifique pour des applications mobiles ou ce genre de choses. C'est possible aussi, il y a des équipes qui le font.
Merci beaucoup. Tu réponds comme un chef à ces questions qui vont de niveau méta jusqu'au micro. Alors, du coup, il y avait un mini débat aussi qui avait été commencé. C'est Florent qui proposait de dire le fait de voir partout, dont dans tes slides, des profils du XUI. Est-ce qu'on ne risque pas de créer ce nouveau poste, en fait, de gens qui sont et UX et UI? Enfin, je pense que Florent voulait être rassuré sur le fait que c'était bien deux métiers différents, mais qui se côtoient. Alors j'ai mis UX, UI parce que ça m'évitait de mettre UX designer, UI designer, interaction designer, visual designer, graphic designer, brand designer, user researcher, etc., etc. Et donc ça dépend des équipes aussi de mettre les bons profils. Le design system, c'est surtout un travail d'UI, donc forcément, je pense qu'il faut avoir des gens plutôt compétents sur la partie UI ou plutôt expérimentés sur la partie UI. Après, je pense que ces personnes-là qui travaillent sur ces designers-là, ils peuvent faire de l'UX, ils peuvent créer des sondages, ils peuvent faire du shadowing, ils peuvent faire des interviews. Donc, c'est des profils qui sont un peu généralistes, avec quand même la plupart de leur activité qui sera dédiée à de l'UI, bien sûr. Mais ils sont capables de faire un peu de user research aussi. Mais ce ne sera pas le cœur de leur activité, ça c'est sûr. Et ils peuvent, je pense que ça peut être intéressant d'être soutenu par des UX designers expérimentés, par exemple, pour mettre en place des protocoles de test utilisateurs, etc., etc. Tout à fait. Une autre question qui n'a pas forcément beaucoup à voir. Gilles voulait savoir si, chez Airbus, quelle était la proportion du nombre de designers par développeur? J'ai pas la réponse exacte. J'ai pas la réponse exacte, donc je peux pas donner de chiffres comme ça. Pas de problème. Je crois qu'il y a pas beaucoup de designers. Voilà. Pas assez. C'est une boîte d'ingénieurs Airbus, donc il y a énormément de développeurs et il y a pas beaucoup de designers. Donc le ratio est très faible. Je pense que c'est 1%. Okay. Oh là. Effectivement, c'est pas beaucoup. Ashley, tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'on va peut-être clore la conférence. Je vais poser juste une dernière question, celle de Axel. Du coup, Clément, quel est ton avis sur une diversification des technologies, donc du JS natif, du Vue, Angular, React, Beautify et j'en passe? Quel conseil aurais-tu à nous donner pour réaliser un design system unifié? Le design system, il doit être le plus agnostique possible. Donc, quand on commence à faire une librairie de composants sur React, par exemple, déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier dans l'entreprise que c'est le framework le plus utilisé ou pas, quoi. Et ensuite, l'objectif, ça va être de pouvoir faire des composants sur une autre librairie. Après, pour pour essayer d'unifier un petit peu toutes ces technos, il faut découper le design system en plusieurs parties. Par exemple, on a ce qu'on peut appeler le token system, donc les variables de style en fait, qui vont être ingérées par les composants en CSS, les composants en React et les composants Angular, en Vue, etc. Donc du coup, ça nous fait une base commune pour toutes ces librairies JavaScript, d'avoir les mêmes variables de style et les mêmes noms qui sont utilisés. Et du coup, ça, déjà, ça permet d'unifier pas mal de choses. Et après, il y a ce qu'on appelle les web components. Mais après, ça, c'est pas encore super au point. Il y a certaines équipes qui ont énormément avancé sur le sujet et qui ont fait des super trucs. Je pense à Société Générale, où ils ont pas mal avancé là-dessus. D'ailleurs, on a Morgane avec nous, Morgane Peng, qui est la Ouais. directrice de la UX, qu'on salue. Salut Morgane. Et du coup, je sais qu'eux, ils ont pas mal avancé sur le sujet, donc ils sont plutôt matures sur ces questions-là.
Après, il faut aussi, je pense, penser aux gens qui vont utiliser le système. Et on va avoir des développeurs qui vont être juniors, on va avoir des développeurs seniors, on va avoir des développeurs back qui vont faire un peu de front. Et du coup, ils vont être plus à l'aise avec Angular. Donc, l'idée, c'est de trouver une solution qui corresponde le mieux aux besoins des gens, quoi. Voilà. Merci à toi, Clément. Merci à tous. Tu as plein de remerciements dans le chat. Super. Je vois ça. Marie, on passe à la suite. Si ceux qui veulent encore rester un peu avec nous, on voudrait vous inviter à collaborer dans des petits groupes de 4-5 personnes pour discuter autour de ce dont on vous a parlé ce soir, donc le backlog pour un design system et de manière plus générale, le design system et le design. Même toute autre chose, si jamais ça vous intéresse. Je réponds très rapidement à la question de Henri. On va pouvoir télécharger. Alors, les slides, je ne sais pas si elles seront. Enfin, on va voir avec Clément s'il nous les met à disposition. Par contre, la présentation sera sur notre compte YouTube, enfin, sur notre chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, je préfère ne pas mettre à disposition les slides, mais laisser la vidéo sur YouTube, il n'y a pas de problème. Parce que Super. j'ai pas envie que le discours soit mal interprété ou déformé. Donc, je préfère avoir la parole avec les images. Donc, Ça marche. Absolument. C'est super. Alors, Marc, on n'est pas content, là. Apéro sur la plage. Là, tu nous mets. Hein, mais oui, habituellement, on termine devant une bière. Devant une bière, oui. Comment que les bières. On vous remercie énormément. C'est vraiment super cool parce que même de loin, on a le sentiment d'avoir senti un petit peu de l'émulation. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, on est encore 40. On vous met dans des salles. C'est parti. C'est parti. Bon, moi, par contre, je vais devoir vous laisser. Je suis un petit peu fatigué et j'ai beaucoup parlé. Souci, Clément. Oui. Ça va me faire du bien, un peu de silence. Ça marche. Merci beaucoup, Clément. Yes. Merci à tous. Merci. Salut.